Je voudrais vous lire Oui. un petit extrait de l'introduction que signe Anne Wefferster de votre livre Oui, Si tu m'aimes, ne m'aime pas, oui. approche systémique et psychothérapie. C'est un dialogue en fait qui conclut ça. Qu'est-ce qui vous a amené à inventer une telle méthode thérapeutique, lui ai-je demandé. Et vous répondez, enfant, je vivais dans une rue séparée de deux clans rivaux de la ville. Je les écoutais tous les deux et tous deux m'apprenaient quelque chose. Alors j'en vins à la conclusion qu'ils avaient tous deux raison. Mais la vérité, demande Heinz, devait être de l'un des deux côtés. Et il rétorqua, le problème n'est pas la vérité, mais la paix. C'est très juste. C'est très juste et effectivement, je pense, ceci est fondamental pour moi. Le fait que j'ai raison ne veut pas dire que vous avez tort. Et le fait que vous avez raison ne veut pas dire que j'ai tort. Et je me méfie beaucoup de la vérité. Je me méfie beaucoup parce qu'en général, la vérité mène à penser que ce qui n'est pas vérité est mensonge. Et penser qu'on a la vérité peut amener des gens qui sont de différentes religions. Et je mettrai pas seulement les religions qui croient en un Dieu, mais on peut penser que le communisme, ça peut être aussi vu comme une religion. C'est-à-dire que tous ceux qui pensent être sûrs de leur vérité, qu'en dehors de tout est... Et je peux parler du capitalisme de la même manière aussi. Je veux dire, dès qu'on pense qu'on a la vérité, les autres ont tort. Et ça, c'est très difficile parce qu'alors, on se comporte d'une manière telle qu'on ne peut pas écouter ce qui est aussi important à écouter chez les autres. Et donc, je suis quelqu'un qui pense que ce qui est important, c'est la paix. Et quel que soit le conflit, on verra que la manière dont chacun raconte sa version du conflit, c'est très fréquemment quelque chose dont il est profondément convaincu. Et ce qui est important, c'est pas qui a raison. L'exemple typique, c'est le couple. Dans un couple, c'est tout à fait clair comment chacun a raison pour soi. Pourtant, à deux, ils souffrent. Et ce qui est important là, c'est pas qui a raison. Ils sont fréquemment comme deux personnes prises dans une porte tournante, où chacun dit à l'autre, arrête de me pousser dans le dos, et le second répond, c'est toi qui me pousses dans le dos. Le problème, c'est pas qui pousse qui dans le dos. Le problème, c'est la porte tournante. Donc moi, je dirais que ce qui m'importe avec les couples, avec les familles, avec les sociétés, c'est pas qui a raison contre qui. Ils ont sans doute chacun raison à leur manière. C'est comment ils peuvent vivre en paix. C'est d'autant plus... ça me touche d'autant plus que j'entendais ce matin à la radio un couple qui se mariait, qui souhaitait se marier. Je ne sais pas si vous avez entendu cette info d'un Palestinien et d'une Juive qui voulaient se marier et que ça créait vraiment des tensions dans Effectivement, tu as entendu parler, c'était une juive qui s'est convertie à l'islam et qui a épousé un arabe israélien. Et effectivement, vous avez des gens qui ne supportent pas, d'un côté comme de l'autre, que quelqu'un quitte sa foi. Dans le monde musulman, c'est en général très mal vu d'être un apostat et de quitter la religion musulmane. Et ça peut être puni dans certains contextes de manière importante. Et apparemment, dans ce contexte israélien, vous avez quelques fanatiques aussi qui ne supportent pas qu'on puisse changer de foi. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un bon mariage. Ce qui est important, c'est qu'ils soient heureux ensemble. Ce qui est important, c'est qu'ils apportent chacun des richesses de leur culture et qu'ils construisent ensemble quelque chose de nouveau et qu'ils s'enrichissent des richesses des deux côtés. C'est, depuis longtemps, c'est un engagement que vous avez eu déjà à Paris et ailleurs, de vraiment faire un travail pour que les ponts se créent entre le monde arabe et le monde juif. Je voulais vous poser la question de savoir comment vous vivez actuellement la crise. Vous savez, je suis celui qui a créé en 69 le comité Israël-Palestine, à l'époque soutenu d'ailleurs par Jean-Paul Sartre. Et déjà en 69, nous nous battions pour qu'il y ait deux États côte à côte, l'État palestinien et l'État israélien.
Et malheureusement, l'histoire s'est comportée d'une manière telle que les extrémistes d'un camp ont renforcé les extrémistes de l'autre camp. Elle est arrivée aujourd'hui à une situation où on a, je dirais, des gens qui chacun ont construit une manière de voir les choses difficilement compatible avec l'autre. Le Hamas, par exemple, qui tient à la destruction d'Israël, et de l'autre côté, les Israéliens qui sont convaincus qu'on en veut à leur existence. Alors évidemment, ceci amène une situation où la majorité de la population soutient un gouvernement de droite contre le Hamas et où la majorité de la population palestinienne soutient le Hamas contre Israël. Et malheureusement, on arrive à une exacerbation telle que la paix devient difficile. Or, qu'est-ce qui est important pour un systémicien? Ce qui est important pour un systémicien, c'est quand on a tenté des choses qui n'ont pas marché, il faut changer. Ce qui s'est passé, par exemple, récemment entre Gaza et Israël, c'est la Xème fois que ça recommence. Et on voit bien que c'est les mêmes solutions qui sont amenées aux mêmes problèmes, qui vont redonner des escalades. Et c'est là où on voit bien qu'il faut sortir de ce cycle. Il faut se sortir de cela, et en cela, c'est très important que de part et d'autre, on se rende compte que face à nous, Palestiniens, face à nous, Israéliens, il y a des êtres qui sont comme nous, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des enfants, des vieux. Ils sont comme nous, des malades, des gens en bonne santé. Ils sont comme nous, on est frères. Et alors, comment arriver, à un moment donné, à permettre aux gens de respirer? Donc, moi, je pense qu'effectivement, il est fondamental qu'on sorte de ce statu quo, de part et d'autre. Notamment, en s'inspirant de l'histoire, il fut un temps, notamment au Maroc, où juifs et arabes vivaient côte à côte. Et vous savez, même si on reprend ce qui s'est passé en Gaza et Israël, j'ai vu des interviews de personnes qui disaient comment est-ce que, à Gaza, avant que Gaza ne soit restitué aux Palestiniens, les Israéliens allaient manger au port à Gaza, les gens de Gaza allaient travailler en Israël, et les gens s'invitaient mutuellement à leur mariage, à leurs fêtes, etc. Ce n'est qu'après la prise de pouvoir du Hamas à Gaza, et après qu'ils ont enlevé Shalit, et après qu'on ait enfermé les Palestiniens dans une situation où ils ne peuvent plus sortir de Gaza, que la situation s'est empirée. Et évidemment, moi ce que je souhaite, c'est comment faire pour que les gens de Gaza puissent sortir, et comment faire en même temps pour que les Israéliens soient convaincus que leur sécurité est préservée. Si on n'arrive pas à ça, si on n'arrive pas à la fois à offrir aux Palestiniens de Gaza la possibilité de pouvoir vivre librement, sortir librement, et en même temps d'offrir aux Israéliens la conviction qu'on ne va pas chercher à recréer des tunnels ou à leur les bombarder, ça va continuer à rester comme ça. Mais au-delà de ça, le vrai problème, c'est qu'il faut deux États. Il faut une reconnaissance de la Palestine par Israël et une acceptation d'existence d'Israël par les Palestiniens. Et ça signifie pour moi que, idéalement, Jérusalem devrait être une ville pour la Palestine et pour Israël, et que ce soit la capitale des deux. Et pour moi, là, on peut commencer à reconstituer quelque chose de nouveau, de l'ordre d'une fraternité. Après tout, vous savez, si vous réfléchissez à l'Allemagne et à la France, si vous voyez comment est-ce que les Français parlaient des Allemands, les Allemands parlaient des Français en pleine dernière guerre, on n'aurait jamais pu imaginer qu'aujourd'hui, les deux seraient les piliers de l'Europe. C'est ce que souhaitent aux Israéliens et aux Palestiniens. D'être les piliers du Moyen-Orient dans une fraternité retrouvée. Merci. Pour revenir à votre parcours, donc vous avez fait, vous avez été étudiant à l'Université libre de Bruxelles en 68 et autres, en neuropsychiatrie notamment,
Et puis, début des années 70, vous avez fait un voyage aux États-Unis, dans le sud du Bronx, où vous avez travaillé notamment pour Albert College. Einstein, Cult of Medicine. C'est ça. Et vous travaillez particulièrement dans un champ qui est centré sur notamment le contexte des ghettos urbains. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, j'étais un militant en 68. J'ai, entre autres, animé des assemblées libres à Bruxelles, à l'université, pendant toute occupation. Et j'étais quelqu'un qui pensait que le patient était une personne qui vivait son affection, mais ce n'est pas parce qu'il vit son affection qu'il en est pour autant l'auteur. Je pensais que le patient était quelqu'un qui était pris dans des contextes plus larges que lui. Et tout en m'intéressant à la famille comme premier contexte qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, entretenir un problème ou aider à la résolution de ce problème, je me suis interrogé aussi sur les contextes dans lesquels les problèmes de santé mentale surgissaient, les contextes sociaux, les contextes économiques, etc. Et donc j'ai décidé de faire une subspécialisation en psychiatrie en me spécialisant dans le domaine ce qu'on appelait la psychiatrie sociale et communautaire. Et à l'époque, Albert Einstein, Cult of Medicine, dans le sud du Bronx, enfin dans le Bronx, mais ils avaient des centres de santé mentale dans le sud du Bronx, ils étaient connus pour le travail qui se menait là. Donc j'y suis allé et j'ai dirigé un centre de santé mentale dans le sud du Bronx et j'ai créé aussi ma propre école de thérapie familiale à ce moment-là, parce que j'étais intéressé par le lien entre contexte social, contexte culturel, contexte économique et problèmes de santé. J'ai rien inventé, vous savez, il y a des travaux qui montraient par exemple que chaque fois que l'économie était en problème, le nombre de patients entrant à l'hôpital augmentait. C'est un travail remarquable qui s'appelle Mental Illness and the Economy, où un auteur avait étudié sur une période de 100 ans le nombre de patients qui entraient à l'hôpital à New York, et il avait construit la courbe qui essayait d'expliquer qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de patients qui entraient ou moins de patients. C'était la courbe de l'économie. Et donc, ça m'intéressait de savoir en quoi est-ce que la santé mentale peut être liée à des causes ou à des contextes plus larges que l'individu. Et c'est là que je suis allé à Albert Einstein et que j'ai appris énormément au contact d'une population essentiellement afro-américaine ou portoricaine, qui était une population très démunie. Vous citez un exemple d'une rencontre que vous avez avec justement un patient portoricain qui vous demande de le soigner. Ah oui, ça et vous lui dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Et vous rentrez dans quelque chose d'assez original comme rencontre. Effectivement. C'était, je crois, le premier patient portoricain que j'avais vu quand j'étais devenu directeur d'un centre de santé mentale dans le sud du Bronx. C'était à Mott Haven. On appelait ça le Mott Haven Mental Area. Et je reçois un patient portoricain qui je demande ce que je peux faire pour lui, et il me dit, vous ne savez pas. Et je lui dis non. Il me dit, comment ça se fait que vous ne savez pas? Alors je lui dis, mais je suppose que votre médecin a dû envoyer un rapport, ou bien déjà venu au centre. Non, non. Personne n'a envoyé de rapport pour moi, je ne suis jamais venu au centre. Je lui dis, alors comment voulez-vous que je sache ce que vous avez si vous ne me le dites pas? Il me dit, mais si je vous le dis, ça sert à quoi? Et moi je me dis, ça sert à ce que je puisse vous aider. Et il me dit, mais comment vous pouvez m'aider si je dois vous dire ce que j'ai? Et je me disais, c'était particulièrement intéressant. Je me suis même demandé si ce n'étaient pas des amis qui m'avaient fait une sorte de petite plaisanterie pour ma rentrée comme directeur là. Et je m'étais souvenu d'ailleurs d'un moment intéressant où à Palo Alto, on avait demandé à Don Jackson d'interviewer quelqu'un qui était un psychotique qui se prenait pour un psychiatre. Lequel en réalité était un psychiatre. On a dit d'interviewer Jackson parce que c'était un psychotique qui se prenait pour un psychiatre. Et ils ont essayé de filmer cela. En fin de compte, j'ai découvert que ce qui se passait était beaucoup plus simple que ça. Ce
qui se passait, c'était que dans le sud du Bronx, les portoricains allaient à l'église pentecôtiste, c'était l'église de la Luz Divina, et là, le prêtre, le révérend Père Capote, entouré de médiums, disait d'abord aux patients ce qu'ils avaient. Ce n'est qu'une fois que le médium avait montré patte blanche qu'il pouvait commencer son exorcisme. Et là, j'ai découvert à ce moment-là, effectivement, que c'était complètement logique que ce patient ne comprenne pas que moi, je ne sais pas ce qu'il a, puisque si je ne sais pas ce qu'il a, à quoi je sers. J'étais devenu ami d'ailleurs de ce révérend Père Capote qui avait expliqué à ses ouailles que lui s'occupait de la partie spirituelle et que moi je m'occupais de la partie matérielle. Le patient est revenu chez moi en me disant « J'ai compris, je viens pour les médicaments, je m'occupais de la partie matérielle ». Mais c'était très intéressant parce que ces séances auxquelles j'avais assisté à l'église m'avaient montré tout de même des capacités de non seulement de ces médiums de pouvoir prédire les problèmes des gens, mais aussi comment est-ce que ce révérend père mettait utilisait toute l'église comme réseau de soutien pour le patient ou pour celui qui avait un problème. Les incitant à prier pour la personne, en disant que c'est de leur prière que la personne irait mieux ou pas. Ce qui veut dire que tout ce groupe de transformer en réseau de soutien. C'était un épisode intéressant. Parmi les photos que je vous ai données, là, donc vous évoquiez Don Jackson,